On a déjà prié? On a déjà prié? Allô? Non, non, pas encore, pas encore. OK. C'est juste des chants, mais tu peux prier si tu veux, à moins que je veux que je le fasse. OK, tu peux le faire, s'il te plaît. OK. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Seigneur Dieu, trois fois saint, merci pour ce saint jour de sabbat que tu nous as offert. Merci pour ton amour immense, ton amour incommensurable. Seigneur, nous ne savons pas pourquoi tu nous aimes, mais tout ce que nous savons, c'est que tu nous aimes. Et Seigneur, nous voulons te rendre, Seigneur, en retour, l'offrande de nos cœurs. Seigneur, nous voulons te rendre l'adoration qui t'est due. Seigneur, alors que nous allons entamer cette discussion, ce panel, je te demande d'être au milieu de nous. Je te demande, Seigneur, d'ouvrir nos esprits, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence, afin que nous puissions recevoir les paroles, Seigneur, que nous allons entendre et que nous puissions les partager avec autrui, parce que tu veux que nous aimions en amour, en parole et en action, Seigneur. Aide-nous à partager ce que nous avons reçu gratuitement avec les autres gratuitement. C'est en ton saint et grand nom que je te demande d'être avec nous. Amen. Amen. Merci, Sœur Carlène. Nous allons tout de suite voir ça ensemble. Oui, il s'agit pour nous de voir aujourd'hui les fibromes utérins. Et est-ce que tout est bon? On me voit? Oui, OK. mais un peu flou, un peu flou. Je suis un peu flou. Oui, ta figure est un peu floue. On voit bien le background, la terre, mais on ne voit pas très bien ton visage. Mais bon. Je ne sais pas si... C'est peut-être l'éclairage. C'est peut-être l'éclairage. Ouais, ben, c'est pas grave, on t'entend bien en tout cas. Bon, en tout cas, on peut partir avec ça là. Et nous allons voir ce qu'on appelle les fibromes utérins. Donc, quand on parle de fibromes utérins, il s'agit de tumeurs bénignes chez la femme qui se développent aux dépens de l'utérus. L'utérus de la femme, c'est comme, vous savez voir les poires, c'est comme une petite poire, et le fruit là est renversé, c'est-à-dire tête en bas. Donc, avant la puberté, ça a une dimension et plus petite, et avec la procréation et avec l'âge, et ça augmente un peu de volume, et également, et à la ménopause, ça se ratatine un peu. Donc, ce qui joue là-dedans, c'est les hormones. Les hormones qui arrivent, les œstrogènes et progestérone, qui font menstruer la femme, et ça sert à porter un bébé. Et également s'il n'y a pas de grossesse, il y a toujours un flux menstruel qui se fait à travers le vagin. Donc, en parlant de fibrome, donc on a vu que c'est une tumeur bénigne qui se fait au dépend du muscle lisse le plus souvent. C'est une tumeur bénigne qui est plus fréquente chez la femme. En prévalence, on peut dire que 20 à 40% arrivent en période d'activité reproductive de la femme. Et 20% de femmes ont 30 ans et 50% ce sont des caucasiennes et 80% sont des afro-antillaises et 50% c'est des femmes de 50 ans. Il faut voir que l'hérédité augmente de 2 fois la fréquence des fibromes utérins. Et il faut voir aussi que 30% des fibromes utérins sont symptomatiques et nécessitent un traitement. 30% sont symptomatiques et nécessitent un traitement. Les fibromes utérins représentent donc la première cause d'hystérectomie. Quand on dit hystérectomie, c'est-à-dire c'est l'ablation de l'utérus, quand on enlève l'utérus. Bon, pour l'étiologie, là, on n'a pas vraiment une étiologie exacte connue, mais on a des hypothèses physiopathologiques, tu comprends? Et le myome proviendrait, dit-on, d'une mutation somatique, c'est-à-dire le soma, c'est-à-dire corps, c'est du corps, et le fibrome serait l'expression myométriale d'une hyperœstrogénie locale. Donc, c'est ça, l'hypothèse la plus courante, c'est une hyperestrogénie qui se fait localement. Les œstrogènes joueraient donc un rôle par l'intermédiaire des facteurs de croissance épidermal growth factor, EGF, IGF, qui est l'insuline-like growth factor, et PD,
PDGF, qui est le platelet derived et growth factor. Ce sont des facteurs de croissance. Donc, les oestrogènes agissent sur ces facteurs de croissance pour faire une augmentation de volume et puis pour l'apparition de fibromes. Les cellules des fibromes produiraient donc de l'œstrone et de l'estradiol qui sont des dérivés d'œstrogène, et l'œstrone et l'estradiol, et la progestérone posséderait aussi un rôle croissant tumoral, soit direct, soit indirect, par l'intermédiaire de l'épidermal growth factor EGF. Mais cependant, je pourrais dire que c'est l'imbalance, c'est-à-dire c'est un défaut de balancement entre l'estrogène et le progestérone qui serait surtout des responsables, et c'est surtout quand l'estrogène est en hausse par rapport à la progestérone qu'on peut dire que les fibromes pourraient donc se développer. Les cellules du fibrome possèdent des récepteurs de l'œstrogène et de la progestérone. C'est justement à cause de ça, il y a une augmentation des récepteurs au niveau des fibromes et des récepteurs de l'œstrogène et de la progestérone. Ces récepteurs se trouvent en quantité plus importante dans le fibrome donc, que dans le myomètre. Et le rôle des stéroïdes sexuels, donc l'estradiol, le nombre de récepteurs à l'E2, c'est-à-dire l'estradiol, sont supérieurs dans le tissu fibromateux que dans le myomètre et sain. Le rôle des sénoestrogènes, quand il y a des phytoestrogènes aussi, en fait, pourrait être responsable. Le nombre de récepteurs à la progestérone sont plus nombreux dans le tissu fibromateux que dans le myomètre sain. Jusqu'à présent, je ne sais pas si ça va pour vous. Okay. Oui. C'est juste que, est-ce que tu pourrais vulgariser un peu plus, c'est quoi l'estrogène, c'est quoi la progestérone, un peu plus lentement, s'il te plaît? Plus lentement, d'accord. D'accord. Et chez la femme, il y a des hormones qui sont sécrétées au niveau de l'hypophyse et qui vont agir sur les organes cibles qui sont l'ovaire et l'utérus. Il se fait, à partir de l'hypothalamus, une sécrétion de GnRH. Ce sont des hormones qui stimulent, ce sont des hormones qui stimulent d'autres hormones, la production d'autres hormones. Donc, chez la femme, nous avons plus l'œstrogène et la progestérone. Au cours de la première partie du cycle, c'est la progestérone qui est sécrétée, donc, et qui va agir donc, au niveau de l'utérus pour permettre une prolifération de l'endomètre, de l'utérus, et puis il va se faire un pic de LH qui va, à ce moment-là, il y aura donc l'ovulation. Et après l'ovulation, donc, il y aura donc une plus sécrétion d'œstrogène, qui est la phase sécrétoire. On avait premièrement la phase proliférative, maintenant c'est la phase sécrétoire, et c'est au cours de cette phase sécrétoire-là qu'on devrait avoir l'implantation s'il y a une fécondation qui se fait, et il y aurait une implantation. S'il n'y a pas de fécondation, alors à ce moment-là, l'endomètre va se desquamer et tomber sous forme de règle. Donc, cet œstrogène-là, n'est-ce pas vrai, peut agir en agissant au niveau du muscle utérin, du myomètre. Il y a une transformation qui se fait au niveau des fibromes qui vont, et il y aura des récepteurs de cet œstrogène et de la progestérone, et il n'y aura pas de balance entre progestérone et œstrogène. Donc, l'œstrogène va donc être en plus grande quantité, et va donc permettre la prolifération des cellules et la transformation en fibrome. Donc, c'est ça. Et je ne sais pas si c'est un peu clair jusqu'à présent. Sinon, on peut toujours faire des itérations pendant que je parle, pendant que j'avance avec le sujet. Si vous avez des questions là-dessus, c'est correct. C'est bon, moi je trouve que c'était clair. Pardon, c'est correct pour le moins? Oui, pour moi, oui. Oui, d'accord. Bon, alors, quand faut-il penser au fibrome? Donc, il y a l'interrogatoire. D'abord, on interroge la patiente et ça va nous permettre de trouver des signes évocateurs très classiques. Ils sont des signes adaptés avec l'âge,
des signes adaptés aux origines ethniques, parce que nous savons que ce sont les patientes afro-africaines, tu vois, qui sont plus enclines à faire cette pathologie. Donc, il faut, la demande peut orienter à la recherche de démarche diagnostique. Est-ce qu'il y a chez cette personne-là une infertilité? Parce que nous savons que les fibromes peuvent, par compression, provoquer l'infertilité, hein, et une incontinence urinaire. Et quand les fibromes occasionnent donc une compression et de l'urètre, ça peut avoir, ou bien ça peut même déformer quand même la structure, même génito-urinaire, et provoquer une incontinence urinaire aussi, une indication opératoire ou thérapeutique déjà posée par un confrère. Si un confrère avait déposé le diagnostic opératoire de fibrome aussi, et parce que non seulement, et des fois, quand on opère un fibrome, il y a d'autres fibromes qui se développent et qui apparaissent. OK? Donc, au point de vue symptomatologie associée au fibrome, la majorité des fibromes, comme j'avais dit, sont asymptomatiques. Seulement 30% sont symptomatiques, comme on avait vu. Et ils affectent la qualité de vie des femmes. Le principal signe fonctionnel révélateur essentiel, c'est la ménorrhagie. La ménorrhagie, c'est quoi? C'est des règles abondantes. Ouais, des règles plus abondantes que normalement. Il y a des règles plus abondantes. Il y a aussi l'hyperménorrhée. OK? C'est l'abondance. C'est aussi, on peut parler d'hyperménorrhée, c'est l'abondance de ces règles-là. On parle aussi de polyménorrhée. Ce sont des règles qui sont plus prolongées, qui durent 10 à 25 jours, au lieu de 5 jours, au lieu de 4-5 jours normalement. Il y a la fréquence associée à ces règles-là, on parle de ménométrorragie. Ménorrhagie, c'est au cours des règles, et métrorragie sont des saignements en dehors des règles. Vous comprenez jusque-là? C'est bon? OK. Et il y a des leucorrhées également banales. Ce sont des pertes vaginales également, qui peuvent être soit fonctionnelles, soit des pertes dues à une infection, à la prolifération de germes, à l'infection également. Donc, il y a également les douleurs qui sont variables. Des douleurs à tout type de pesanteur. On sent un poids au niveau du pelvis, du bas-ventre ou au niveau rectal. Et les douleurs peuvent être aussi aiguës, à type de torsion ou de colique expulsive, notamment les phénomènes de nécrobiose. Vous savez que les fibromes peuvent être phénomènes de dégénérescence. Donc, s'il y a une dégénérescence et nécrobiose, c'est une dégénérescence qui se fait au niveau on peut avoir une douleur, une plus grande douleur. Et dépendamment de la position de ce fibrome, on peut avoir des coliques attique à caractère expulsif. Naturellement, c'est comme un corps qui se trouve à l'intérieur de l'utérus et que l'utérus essaie de chasser ça. Donc, il y a des spasmes, des douleurs et qu'on ressent pareil. Les troubles urinaires. Pour la chiurie, c'est une diurèse fréquente. C'est quand fréquemment on urine. Il y a les troubles de l'évacuation de cette urine-là aussi. Il y a la rétention urinaire aiguë et voire l'incontinence urinaire d'effort. C'est-à-dire, rétention d'urine, c'est probablement à cause d'une compression qui se fait. Vous savez que l'utérus et l'urètre est un petit peu en avant du col de l'utérus et le col de l'utérus est en arrière. Donc, la vessie est en avant et puis l'urètre plus bas et puis il y a l'utérus, le col de l'utérus. Le col de l'utérus, c'est la partie la plus étroite et le col de l'utérus, c'est la partie la plus renflée. Et il y a également l'infertilité et l'infertilité qui peut survenir. Dans les cas de fibrome, il y a également une infertilité, le plus souvent dû à une compression des trompes de Fallope. Une compression des trompes de Fallope, ou bien il peut y avoir des avortements à répétition également à cause des fibromes dans l'abdomen. Non seulement ça donne des douleurs à type expulsif, et également ça peut occasionner des avortements. Donc, l'augmentation du volume de l'abdomen, tout ça, peuvent constituer des symptômes, des signes de présence de fibrome utérin.
Est-ce que ça va jusqu'à présent? Oui. OK. Et on continue avec les signes. Naturellement, avec ces saignements anormaux, c'est sûr que ça va avoir comme conséquence une anémie. Donc, l'anémie, c'est un facteur aggravant du risque opératoire. Quand on dit c'est un facteur aggravant du risque opératoire, parce que si vous êtes anémié, on ne va pas vous opérer. Et naturellement, on ne va pas vous opérer parce que l'opération en elle-même est hémorragique, tu vois, des fois, et il faut donc prendre des précautions pour pouvoir corriger l'anémie avant d'aller à une intervention. Non seulement il faut corriger l'anémie avant d'aller à une intervention, mais il faut aussi corriger l'anémie parce que l'anémie donne des signes de faiblesse et de tout ça. Donc, avec l'anémie, vous savez que l'anémie, quand on est anémie, on peut avoir des troubles, tout dépendamment du degré de déplétion ou bien de l'anémie. On peut avoir des vertiges, on peut avoir autre chose, n'est-ce pas, avoir un manque d'oxygénation parce que les cellules rouges, les globules rouges, c'est ces cellules qui transportent l'oxygène naturellement à toutes les parties du corps. Donc, si il y a un manque d'oxygène, il y a un manque d'oxygénation, donc ça va avoir des répercussions sur votre santé en général. Donc, l'anémie donc, est un facteur aggravant. Et les troubles du cycle, tels que oligospermolurée, tout ça, les spottings, c'est-à-dire les saignements, les irrégularités menstruelles, tout ça, et les douleurs pelviennes, on en a parlé, tout ça, les signes de compression, on en a parlé aussi. Ce sont des douleurs vraiment avec des douleurs de cryalgie, de météorisme abdominal, de prolapsus génitaux aussi, on a parlé de prolapsus. Les fibromes amplifient les troubles de la statique pelvienne. Il y a aussi des fibromes qui sont accouchés par le col, et ce sont des fibromes qui sont près du col ou bien un petit peu plus haut que le col, et qu'au cours des efforts expulsifs, le fibrome est accouché à l'extérieur. Mais ce sont des fibromes pédiculés, c'est-à-dire qui ont une pédicule. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Oui. OK. Si vous avez des questions, posez-les. Naturellement, on n'est pas encore au débat, mais s'il y a des choses qui ne sont pas claires, dites-le tout de suite. L'examen, il y a un examen clinique. Il faut quand même passer à l'examen clinique. Pour l'examen clinique, il y a des touchés pelviens qui se font, toucher vaginal, toucher rectal, qui évaluent la taille de l'utérus, la mobilité de l'utérus, parce que également, on peut, le toucher combiné au palpé vous permet de jouer sur de mobiliser le col, et la mobilisation du col va entraîner la mobilisation du corps de l'utérus, et s'il y a un fibrome, vous allez savoir que c'est un fibrome. Tandis que pour d'autres tumeurs, par exemple une tumeur de l'ovaire, ça ne va pas se faire ainsi. La mobilisation du col ne va pas entraîner la mobilisation de la tumeur. Donc, ce toucher, et le toucher rectal aussi, nous permet de palper un fibrome. Si le fibrome est dans le petit bassin, ou bien si le fibrome est situé plus haut, dépendamment. On peut faire un spéculum. Un spéculum, c'est un examen au spéculum qui permet de voir le col et de faire un photis, c'est-à-dire un photis sur un écouvillonnage sur l'âme, qui nous permet de voir les cellules donc au microscope. Il faut rechercher les signes compressifs, comme j'avais dit, des veines et puis des fosses lombaires et le périnée également, rechercher un prolapsus et puis une compression de nerfs. Est-ce que ça va jusqu'à présent? On avance. Donc, les pièges cliniques, c'est comme des diagnostics différentiels. Il faut éliminer une lésion extra-utérine. Les fibromes sont des masses fermes, plus ou moins élastiques, sans sillon de séparation, sauf si ces fibromes-là sont pédiculés. Bon. Et deuxième piège, c'est celui d'une augmentation globale de l'utérus, du volume de l'utérus. Bon, ou bien des ovaires accolés. Une augmentation globale de l'utérus, bon, naturellement, si c'est une endométriose, une endométriose qu'on appelle adénomiose,
et c'est l'utérus globalement qui est augmenté de volume. Donc, il n'y a pas de démarcation, on ne va pas sentir ce qu'on appelle une masse bien délimitée. On ne va pas ressentir une masse bien délimitée. Je ne sais pas, est-ce que peut-être que ces affaires-là sont un petit peu techniques? Et diagnostic différentiel, c'est faire avec les kystes de l'ovaire aussi, une grossesse. Il faut éliminer une grossesse. Il faut éliminer une grossesse, des abcès, des annexes également, et des kystes utérins et des kystes du rectum et du sigmoïde. OK, on avance. Il y a aussi le petit fibrome intracavitaire. On peut avoir un fibrome à l'intérieur. Et c'est comme devant des signes d'hémorragie et un signe d'infertilité. Et il faut faire un diagnostic différentiel avec le polype et l'endométriose utérine, comme je vous ai déjà dit. Le fait est, bon, oui, l'endométriose, bien sûr. Et maintenant, voyons les variantes anatomiques. Les variantes anatomiques. Les variantes anatomiques, c'est comment? Parce que ça dépend de la localisation du fibrome. Il y a des fibromes sous-séreux, c'est-à-dire qu'on peut ressentir sur la partie externe de l'utérus. Il y a des fibromes interstitiels qui se développent au niveau du myomètre et il y a des fibromes sous-muqueux qui se développent au niveau de l'endomètre. Donc, ces fibromes sous-muqueux-là font protrusion et dans la lumière, dans la cavité utérine, et on peut quand même avoir, ça peut avoir d'autres signes. Parce que dans le cas d'une grossesse, ces fibromes sous-muqueux, dépendamment de leur taille, de leur volume, de leur dimension, peuvent rendre difficile une grossesse. C'est pour cette raison, le médecin, si la femme a beaucoup de fibromes, le médecin va préconiser une intervention pour faire une myomectomie. La myomectomie, ce n'est pas l'hystérectomie, ça consiste à enlever les fibromes, les noyaux fibromateux, et après un certain temps, donc et après l'opération, la personne pourra tomber enceinte et avoir une grossesse. Donc, pour les examens complémentaires, il s'agit de numération des globules, la formule sanguine, les plaquettes, et puis le bêta-HCG. Bon, c'est peut-être un peu technique, une anémie par carence en fer, et puis c'est ça. Donc, examen biologique, c'est le temps de prothrombine, temps de céphaline activée, TCA. C'est juste pour voir comment est la case sanguine, comment est l'anémie. Est-ce que c'est une anémie par déficience en fer? Est-ce que c'est une anémie due à une déficience d'un facteur de la coagulation, tel que le facteur de Willebrand ou facteur 8? Et puis c'est ça. On ne va pas vous embrouiller avec tout ça. Vous n'êtes pas à l'école de médecine. Et c'est juste, j'aimerais que vous compreniez. Donc, nous arrivons donc à un traitement. Il y a deux types de traitements. Il y a un traitement médical et un traitement chirurgical. Et pour les fibromes qui sont pas symptomatiques, il n'y a pas d'intervention, il n'y a aucun traitement. Mais pour les fibromes qui commencent à provoquer des symptômes, avec des symptômes, il y a un traitement. Il y a deux traitements médicaux. Le traitement médical, donc, il consiste premièrement à remonter l'état de la patiente et corriger l'anémie et tout ça, et faire la résection et l'énucléation des fibromes. Naturellement, il y a des interventions qui se font avec l'endoscopie. Hein? Et il y a même des hystérectomies qu'on peut faire par sous-scopie. Donc, il y a des fois, on peut faire l'embolisation des artères utérines juste pour empêcher à ces fibromes d'être vascularisés. Une vascularisation pour bloquer la vascularisation des fibromes et permettre leur réduction. Mais comme traitement médical, il y en a. Il y a le Zoladex
ou goséréline, il y a le leuprolide. Ce sont des formes synthétiques de l'hormone gonadotrophine releasing hormone. Ce sont des hormones qui sont anti-œstrogènes, anti-progestérone. Donc, ce sont des anti-œstrogènes, tu vois, qui empêchent la formation de l'œstrogène et on peut faire une injection sous-cutanée chaque 3 mois et ça permet une réduction du volume des fibromes. Le volume des fibromes. Donc, mais pour les fibromes plus gros, etc., et des fois, on est obligé d'aller à l'hystérectomie, c'est-à-dire enlever la matrice définitivement. Donc, il est mieux, quand cela se produit, quand il y a des fibromes, de voir ça le plus tôt possible avec le médecin. Et si on peut faire l'ablation des fibromes, comme ça, la personne pourra procréer. Ou bien si la personne a terminé a complété quand même ses progénitures, on peut faire l'hystérectomie. Et il faut signaler aussi qu'avec la ménopause, les fibromes vont régresser parce que naturellement, avec la ménopause, il n'y aura pas de sécrétion, pas d'œstrogène et il y aura moins d'œstrogène à être sécrété. Donc, c'est sûr que ça va régresser. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est ça, traitement médical. Il y a les traitements symptomatiques également avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens, tels que naproxène, ibuprofène, etc. Et puis, il y a également des traitements à base d'hormones également, c'est comme des anticonceptionnels, des œstroprogestatifs qui vont arrêter la prolifération. Également, le mécanisme, c'est la stabilisation. Ça stabilise l'endomètre, réduit la prolifération et la diminution de l'épaisseur. Et ce sont des contraceptifs combinés. Donc, on avance. Ça, c'est pas intéressant. Ça, c'est pas intéressant. Et puis ensuite... Oui, Fabelo. Oui, allô? Oui. Oui. J'ai une question. Oui. Merci déjà pour toutes les bonnes informations, cette belle présentation. Oui. Mais tu avais parlé tout au début que c'est un peu plus chez les Antillais ou les Afri. Les Afro-Antillais, les Afro-Antillais. Afro-Américains aussi. C'est ça. En Haïti, la prévalence est élevée là. C'est ça pour les fibromes. Est-ce que scientifiquement, il y a, j'ai à peu près la question à 2 volets. Scientifiquement, est-ce qu'il y a quelque chose qui prouve qu'est-ce qui produit ça? Et l'autre, c'est pas plutôt une question, mais c'est plus, est-ce que c'est des mythes ou c'est des réalités que il parle psy pourrait avoir un problème, fait que aussi ça peut être lié à la consommation des épices, toutes des épices fortes qu'on consomme un peu pour les gens de notre culture. Est-ce que tu as des lumières par rapport à ça? Ou... Oui, la culture alimentaire aussi, ça entre en jeu, mais c'est surtout, et vous savez que les Noirs, il y a une relation entre la mélanine et tout ça et le tissu conjonctif. Par exemple, vous savez, voir qu'il y a des gens, quand on fait une incision, il y a une surélévation, ça l'opodonné. Nous entendez ça? Les cordonnets, c'est-à-dire que quand tu as une cicatrice, c'est une cicatrice qui n'est pas plane, c'est une cicatrice qui est surélevée, bourgeonnante. Pas vrai? Est-ce qu'on sait voir ça? Oui. Donc, oui, ça peut avoir un rapport avec, et surtout, parce que chez les Noirs, on a constaté vraiment que est-ce qu'il y aurait une plus grande quantité de récepteurs
à l'œstrogène chez les Noirs. Peut-être, je ne sais pas, mais c'est qu'on a constaté ça. Et moi, j'en ai fait l'expérience. Les fibromes sont vraiment courants. C'est continuellement, souvent, qu'on fait des myomectomies, qu'on fait des hystérectomies. Tu vois, ça, c'est vraiment courant chez la race noire et comparativement à la race caucasienne. Donc, nous, c'est ça, mais pour l'alimentation, c'est bien parce que mais je peux dire que une bonne alimentation, c'est vraiment primordial, c'est vraiment important d'avoir une bonne alimentation et vraiment très pauvre en graisse et en gras, en chair, en charné, en carné, et vraiment prioriser et les légumes, une végétation vraiment végétarienne. Et je peux même vous donner en phytothérapie comme quelque chose là qui va vraiment agir pour combattre les fibromes, même pour les prévenir, c'est le yam. Tout le monde connaît le yam. C'est comme l'igname, c'est le Dioscorea mexicana, il y a le malanga aussi. Je pense que les Africains et les Haïtiens savent ce que c'est que l'igname, tu vois. Je crois que c'est avec ça qu'on fait la cassave. C'est un régulateur hormonal. Non, on fait cassave avec manioc. Avec manioc, ok, c'est pas avec l'igname. Mais l'igname, oui, on connaît bien, oui. Oui, on connaît bien. Donc, l'igname, c'est important. Si vous allez faire des recherches, vous allez voir que c'est bon dans les cas de fibrome. Ça aide vraiment, ça aide dans les cas de fibrome. Vous allez voir, il y a l'igname jaune, il y a l'igname blanche également. Oui, c'est lequel qui est mieux? Est-ce que les deux sont corrects? Soit l'igname blanc ou l'igname jaune? Oui, moi, je ne vois pas vraiment, on n'a pas parlé de différence, mais l'igname jaune, c'est le Dioscorea mexicana, parce qu'on en trouve au Mexique, on en trouve en Amérique, dans les Antilles, un peu partout, là. Et l'igname, c'est vraiment intéressant pour combattre parce que c'est à base de progestérone. Mais comme il faut éviter les aliments qui sont, par exemple, les phytoestrogènes. Les phytoestrogènes, vous les trouvez dans le soja. Donc, nous savons que le soja a de bonnes caractéristiques, que c'est bon pour la santé, mais en même temps, le soja, ça provoque un vieillissement et des cellules également, et ça, c'est comme un phytoestrogène, et ça peut entraîner plus facilement un fibrome. Comprenez? Une petite motion, frère Bello, comme on y est, parce que ça a posé la question concernant l'igname, qui rentre dans le contexte. Ben, c'est juste conseiller l'igname jaune pour les personnes diabétiques qui ont des problèmes de diabète ou qui sont susceptibles à être diabétiques. C'est plus conseiller le jaune par rapport au taux de glucides, je crois, qu'il y a dans le blanc. C'est juste ça que j'ai comme information pour les personnes. OK, d'accord. Merci. De toute façon, il y a le jaune et le blanc. On peut toujours les utiliser. Ce qu'on peut trouver. Oui. Donc, c'est ça. Il est tôt. S'il y a des interventions, des questions, et pas seulement sur les fibromes, mais sur d'autres sujets concernant la gynécologie ou l'obstétrique, même, je peux répondre à ces questions. Oui, moi, salut Cordele. Oui, salut. Oui, je voudrais te demander, dans qu'est-ce que vous avez dit de fibrome, il y a des places que c'est plus dangereux. Est-ce que vous pouvez me dire exactement dans quelle place que le fibrome est plus dangereux? Plus dangereux. Le danger du fibrome, c'est que s'il y a des signes, des complications, parce qu'il y a des complications, des dégénérescences, et finalement, ce qui se fait rarement, c'est une dégénérescence cancéreuse. Tu vois, c'est quand ça se transforme en un cancer. Mais en général, le fibrome ne tue pas vraiment.
Mais le fibrome peut occasionner des problèmes. Par exemple, ça peut occasionner des avortements, ça peut occasionner une compression et provoquant une stérilité. Ça peut occasionner une anémie sévère, une déplétion en fer, et parce que c'est une personne qui peut saigner. Alors, si c'est un fibrome-là qui présente tous ces symptômes, ces symptômes dérangeants, et tels qu'une hémorragie, parce qu'il va avoir des règles abondantes et on va saigner même en dehors des règles, tu vois, c'est vraiment pas intéressant. Et ça agit également sur la vie de la personne, la vie quotidienne de la personne. Et on a vu, il y a des fibromes qui s'étendent, qui grossissent tellement que ça peut provoquer une compression de presque tous les organes. Ça comprime la vessie, ça comprime le rectum, donc on est constipé, donc ça peut comprimer ces organes-là, et puis également une compression qui provoque quand même une rétention d'urine, tout ça, et une rétention d'urine, ça va avoir des répercussions sur les reins. Et quand ça a des répercussions sur les reins, ça va occasionner ce qu'on appelle une urémie. Et l'urée va être élevée dans le sang, et c'est dangereux quand même, une urémie quand même, et qui voilà, ça peut être dangereux. Donc, c'est sûr que quand il a possibilité, de douleur. Bon, oui. Et après une hystérectomie, naturellement, et je n'ai pas tout à fait capté le reste de la question, s'il y a une... dans quoi? Après l'hystérectomie. Bon, et une douleur. Naturellement, une hystérectomie, c'est quoi? Bon, et il y a deux types d'hystérectomie. Il y a une hystérectomie totale et une hystérectomie subtotale. Dans la hystérectomie subtotale, on enlève l'utérus, on laisse le col. Mais moi, je ne suis pas tellement, mais c'est nécessaire de laisser les ovaires ou un ovaire, ou les ovaires. Parce que si on enlève les ovaires, la personne va avoir une ménopause précoce, c'est-à-dire iatrogénique, c'est-à-dire provoquée. C'est-à-dire cette personne-là ne pourra pas enfanter vraiment. Mais si on laisse les ovaires, en général, on laisse les ovaires, on fait une hystérectomie, on enlève. Moi, je préfère d'enlever tout, enlever le col également, parce que le col peut être le siège, et non seulement d'infection, et même de cancer. Parce que le cancer du col, c'est assez courant comme ça. Donc, si on fait une hystérectomie, on enlève le col. Et quand même, peut-être, je ne sais, peut-être oui, et on peut avoir au niveau de la cicatrice et vaginale, au niveau du cuve vaginal, ce qu'on appelle le cuve vaginal, on peut avoir des implants et non, des implants de, qu'est-ce que je peux dire, d'endomètre, qui provoquent ce qu'on appelle l'endométriose. Et on peut avoir des douleurs à ce niveau-là, si par exemple au cours de la copulation, au cours du coït, on peut avoir des douleurs réveillées. Mais cependant, c'est peut-être rare, ou bien c'est dû à peut-être une complication, quelconque, soit une endométriose à ce niveau, ou bien qu'il n'y a pas une guérison complète. Mais de toute façon, avec une guérison complète, et si la douleur persiste, il faudrait qu'on puisse faire des examens plus poussés pour voir quelle est la cause de cette douleur. Est-ce que c'est quelque chose qui... Bon, oui, pour en voir la cause. C'est ça. Oui, merci beaucoup. Mais j'ai une autre question. Est-ce que la grosseur aussi fait quelque chose? Parce que on peut dire que les médecins ont dit exactement si le fibrome ne grossit pas, mais c'est pas un danger. Est-ce que c'est possible ça? Bon, fibrome qui ne grossit pas, cela va de soi. Est-ce que le fibrome ne va pas grossir à la longue? Si on est près de la ménopause et avec la ménopause, il n'y a pas de souci, c'est sûr que le fibrome va régresser. Mais si on est plus ou moins jeune, en âge de procréer, il faut faire attention parce que le fibrome peut grossir. Et quand le fibrome
est asymptomatique, c'est-à-dire ne présente pas de symptômes, il n'y a pas de saignement, il n'y a pas de signe de compression, il n'y a pas de douleur, pas de problème. Mais quand ça commence à grossir, à présenter et à provoquer des autres signes, d'autres symptômes, donc c'est un petit peu, il faut quand même aller à l'intervention et à l'intervention. Comme je vous dis, on peut toujours faire une myomectomie, c'est-à-dire enlever les noyaux fibromateux, c'est encore mieux. À ce moment-là, l'utérus est conservé et la personne pourra procréer à ce moment-là. Donc, dépendamment de la position du fibrome, et comme je vous dis, il y a le fibrome sous-muqueux et ça peut vraiment provoquer des compressions internes. Par exemple, dans une grossesse, ça peut poser des problèmes. Ça peut être cause d'avortement. Puis, ça peut... Et si ça comprime, par exemple, dans un cas de fibrome sous-séreux qui se trouve près du cône de la trompe de Fallope, c'est-à-dire la région cornuale, donc c'est-à-dire la partie qui est proche de l'utérus, et s'il y a une compression, on peut avoir des difficultés pour tomber enceinte à ce moment-là. Donc, il faudrait faire l'ablation de ce myome pour pouvoir libérer la trompe ou les trompes et permettre une libre circulation dans la trompe de Fallope, dans les trompes, pour pouvoir avoir une fécondation et même une fécondation et une implantation. J'ai une question. Lorsqu'une personne est pré-ménopausée, est-ce que c'est normal que la personne a ses règles fréquemment? Non. Et si on a des saignements et avant la ménopause, en pré-ménopause, ça doit nous mettre la puce à l'oreille. Il faut faire des investigations. Parce que avec la ménopause, les règles vont devenir plus rares. Les règles vont devenir plus rares et si on a des saignements en dehors des règles, ça peut veut dire autre chose. Donc, saignement en dehors des règles, ça peut veut dire une pathologie ou une tumeur bénigne ou maligne au niveau du col, le plus souvent, ou bien une tumeur au niveau de la matrice, au niveau de l'utérus même. Donc, c'est ça, parce que tout est possible, mais près de la ménopause, ce n'est pas tellement ça. Parce que les règles deviennent rares, mais si on a des saignements, ça veut dire autre chose. Oui, c'est ça. Donc oui. Comme les saignements là, les saignements et des périodes menstruelles, là, c'est des mauvais signes. Ce n'est pas des mauvais signes, mais c'est des signes qui poussent à consulter. Oui. Et comme quand tantôt on parle de fibrome, là, et comme on disait, c'était des tumeurs bénignes, oui. Bénignes, mais quand même, dès qu'on parle de fibrome, il faut continuer à observer, à investiguer davantage, à toujours respecter les rendez-vous avec les gynécologues pour éviter que ça devienne plus problématique. C'est ça. C'est très important. Donc parfois, et surtout comme c'est notre communauté quand je connais un peu, dès qu'on parle de fibromes, parfois les filles deviennent anxieuses et tout. Oui. Mm-hmm. Ça, oui, on dit c'est vraiment quelque chose de bénigne, on va suivre le médecin, mais ça n'empêche pas à une fille de tomber enceinte. Mm-hmm. Mais en Haïti, bon, moi, je sais que depuis en Haïti, il y a des filles à qui on a diagnostiqué des fibromes et qui ont eu deux enfants avant que les fibromes grossissent. Mm-hmm. Arrivent à demander avant que la personne soit opérée. C'est ça. Mais quand même, dès qu'on parle de tumeur, il faut qu'on continue à suivre avec les médecins, que la personne respecte les consignes de son médecin pour investiguer davantage. Et il y a beaucoup d'autres symptômes physiques qui peuvent avoir
a poussé à croire qu'il s'agit de tumeurs. Donc, c'est pour cette raison que, avant même qu'un médecin pose un diagnostic, on fait beaucoup d'examens, dont l'examen physique complet. Hein? Est-ce que ça se fait au niveau des saignements, ça peut être quelque chose de, comment dirais-je? Parce que vous savez, chaque corps de femme est différent, dans le sens que je connais une femme, elle, depuis dans son jeune âge, premièrement, elle n'a pas été, elle est menstruée à 15 ans, un peu plus tard que la normale, mais elle a toujours eu des saignements aussi après les règles. Mais elle a fait toutes sortes d'examens gynécologiques et autres, mais tout est correct, tout est beau dans sa situation, mais c'est juste, c'est comme ça que son corps réagit parce qu'on a fait tous les tests et la personne n'a rien. Alors, est-ce que ça se peut qu'il y a quand même des exceptions à la règle, si je comprends bien? Bon, oui. Parce qu'il y a rien qui soit vraiment absolu, dépendamment de la personne. Si la personne saigne après les règles, après les saignements menstruels, bon, il faut bien, peut-être que cette personne-là va être plus anémiée que les autres. Naturellement, et la femme, normalement, a un taux d'hémoglobine plus bas Est-ce que tu peux répéter qu'est-ce que tu as dit? Peut-être que cette personne a, j'ai manqué ce bout. OK. Je dis que, et ce qu'il faut surveiller chez cette personne-là, c'est une anémie plus sévère. Parce que si la personne a ses règles et puis continue encore à saigner après les règles, donc il faut vraiment investiguer. Et puis, ce qu'on pourrait investiguer aussi, c'est les facteurs de la coagulation. Le facteur 8, tu vois. Et je ne sais pas si on a fait ce test-là pour cette personne-là pour savoir est-ce qu'il y a un problème au niveau de la case sanguine qui fait que cette personne-là saigne davantage. Et puis, il faut éviter également l'aspirine parce que l'aspirine aussi va provoquer quand même des saignements. C'est pour cette raison qu'il faut également éviter l'aspirine dans ces cas-là. Mais là, on dit que l'aspirine est bon, fait que là, je suis un peu confuse parce que, et parfois on dit à arriver avec certains âges, à partir, je ne sais pas quel âge là, c'est-tu à 50, 40 ou 45 ou 55, je ne sais pas, mais on nous dit qu'il faut commencer à prendre de l'aspirine pour éviter la coagulation sanguine. Alors, fait que là, présentement, je suis un peu confuse. Est-ce que je peux avoir un peu d'éclairage, s'il vous plaît? OK, tu ne vas pas être confuse. L'aspirine qu'on parle, qu'on appelle le plus souvent l'aspirine bébé de 80 mg, c'est vraiment aspirine bébé. Oui, avant qu'un médecin prescrive cette aspirine-là, on va essayer de demander à la personne est-ce qu'il y a un risque de saignement, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas cette aspirine-là que Frère Bello a parlé, c'est l'aspirine à forte dose. Oui, c'est ça. Parce que cette aspirine à forte dose qui a un effet d'anticoagulant. Donc, c'est cette aspirine-là qu'on demande aux gens de ne pas prendre ou d'éviter ou de prendre avec modération. Mais l'aspirine 80 mg qu'on appelle aspirine bébé, oui, ça aide, ça a un effet d'anticoagulant, mais ça ne peut pas vraiment provoquer un saignement extraordinaire, un saignement vaginal. C'est bon, Frère Dor, bien dit. Merci. Bien dit, parce que l'aspirine est un antiplaquettaire, oui. Et les plaquettes, ça entre dans la coagulation du sang. Merci. Oui, quelqu'un voulait dire. Oui, c'est moi, en fait. Je ne sais pas, j'ai été absente pendant quelques minutes. Est-ce qu'on a parlé des alternatives naturelles? Parce que là, je vois qu'on parle beaucoup de ta présentation. Merci beaucoup, Frère Bello. C'était une belle présentation. Tu as parlé de la chirurgie comme traitement. Tu as parlé de médicaments qui pouvaient, aux 3 mois, qui pouvaient réduire les hormones. Mais est-ce qu'on a regardé l'aspect naturel? Parce qu'on sait que notre corps est le temple du Saint-Esprit et Dieu veut qu'on soit le plus possible en symbiose avec les éléments de la nature, puisqu'on vient justement de la nature et que c'est la meilleure manière justement de conserver, de prévenir, de conserver notre santé. Même l'esprit de prophétie montre que le plus possible d'éviter les médicaments et de favoriser les remèdes naturels
qui vont justement aider à retrouver la santé si on l'a perdu sans effet secondaire. Juste pour faire un petit aparté sur ce que la sœur disait tout à l'heure, en lien avec l'aspirine, que le médecin lui prescrivait de prendre l'aspirine. Moi, personnellement, je ne peux pas te dire de faire, je te dirais jamais de faire de faire le contraire de ce que le médecin te dit, mais moi, ça me sonne une cloche. Pourquoi on dirait aux gens qu'il faut commencer à prendre de l'aspirine à un certain âge pour rester en santé? Selon moi, clairement, ça me sonne une cloche. Là, c'est pas normal. On n'est pas censé dépendre d'un médicament pour être en santé. Oui, si tu as déjà un problème, si tu veux corriger quelque chose de façon momentanée, mais on n'est pas censé vivre là-dessus. Donc, quand j'entends des choses comme ça, que les médecins proposent ça, moi, ça vient me chercher, là. Je trouve ça vraiment aberrant. Alors qu'il y a d'autres choses, j'imagine, qui existent plus naturelles que le médecin pourrait proposer, mais c'est pas comme si c'est pas ça qui les intéresse vraiment. Alors, je ne sais pas si vous avez abordé le sujet de l'aspect naturel de traitement, Frère Bello? Oui, j'ai abordé l'aspect naturel du traitement. Attends-moi, frère Dor. Oui, j'ai bien abordé cet aspect-là. J'ai parlé d'éviter du soja et d'éviter la viande et la graisse, tout ça. Mais j'ai même préconisé l'utilisation de l'igname dans les cas de fibrome. Tu vois? Oui, frère Dor, tu allais dire autre chose? Oui, ce que j'allais dire, on ne préconise pas automatiquement, mettons, l'aspirine. C'est vrai que Pasteur Esther a parlé à un certain âge, mais avant qu'on propose l'aspirine, il y a des tests à faire. Donc, frère Bello a parlé des plaquettes, tout ça. Il faut d'abord mesurer tout ça comme à l'aide d'une prise de sang de labo et puis la pression artérielle. On doit suivre la personne. On ne peut pas dire, ah, tu as 40 ans, il faut prendre l'aspirine. Tu as 50 ans, il faut prendre l'aspirine. Ça, c'est un premier point. Et je me rappelle, il y a quelque chose que lorsqu'il y avait un caucus franco-haïtien, un pasteur a dit que moi, je trouve très important. Il dit, parfois, les gens parlent plus des produits naturels. Mais il a dit, mais il faut comprendre les produits naturels aussi. Il y en a qui peuvent être nocifs. Donc, il faut analyser, il faut prendre tout avec modération. Comme par exemple, nous, on dit, ah, mais il ne faut pas prendre des coca. Mais c'est un produit naturel. Il ne faut pas prendre du tabac. C'est un produit naturel. Il ne faut pas prendre du café. C'est un produit naturel. Donc, l'excès en tout nuit et il faut jauger, il faut évaluer. Donc, c'est ça que je voulais dire. Les produits naturels, c'est très bien, c'est ça qu'on encourage. Mais comme le plus souvent, les produits naturels, lorsqu'on doit consommer ces produits-là, ce n'est pas mesurable. Par exemple, la personne dit du thé. Une personne peut prendre un grand verre de thé, un autre un petit. Donc, on ne sait pas à quelle quantité qu'on doit arrêter, quelle quantité qui est nécessaire pour répondre à nos besoins. Donc, on doit faire quand même attention. Si on est capable de même, on ne va pas envoyer quelqu'un voir le médecin pour prendre des médicaments. Aussi, on ne va pas dire à quelqu'un d'aller consommer les produits naturels. Mais on sait que c'est bon. Oui, mais je comprends bien le point de vue de Ricard Allen. Et on peut quand même avoir une attitude naturelle. C'est-à-dire, nous savons que les lois de la santé, on peut les respecter. Il faut savoir quoi manger et quoi ne pas manger. Mais comme j'avais dit tantôt, et même le soja qui est bénéfique pour la santé peut avoir des effets indésirables aussi, parce que ça provoque, non seulement ça accélère le vieillissement des cellules, mais également, c'est des phytoestrogènes, des estrogènes des plantes. Ça peut également avoir l'effet de l'estrogène naturel du corps et en favorisant le développement de fibromes. Donc, j'avais parlé de l'igname qu'on peut consommer également. Et puis, autre chose aussi, il faut avoir une attitude quand même en faveur de la médecine naturelle, justement, les exercices, tout ça, le repos et la confiance en Dieu, etc. Moi, j'aimerais proposer aussi, j'ai bien compris ce que tu as dit, frère Dor, je fais du pouce sur ce que tu dis. La seule chose, c'est que dans les exemples que tu as nommés, tu as clairement cité des excitants, des choses qui sont clairement nocives pour la santé, en parlant du tabac, en parlant du café, en parlant
du coca, on sait très bien que ces choses-là, ce sont des drogues pures et dures, c'est des psychotropes qui vont altérer nos facultés cognitives. Donc, ça, c'est clair qu'il ne faut même pas y toucher. La définition de la tempérance, c'est l'abstinence de tout ce qui est mauvais et la consommation avec modération de ce qui est bon. Et pour faire suite à ce que tu dis, frère Bello, effectivement, le soya contient des phytoestrogènes, mais les phytoestrogènes que le soya contient, si consommés avec modération, comme tu l'as dit, ces phytoestrogènes-là vont bloquer les mauvais, parce qu'il y a les oestrogènes, c'est plusieurs, il y a 3 sortes d'estrogènes, estradiol, il y a différentes sortes. Donc, le soya va aller bloquer le mauvais oestrogène si on en consomme avec modération, mais ça devient mauvais si on en mange trop. Donc, d'où l'importance de prendre ça avec modération, effectivement. Et tout comme Frador l'a dit, c'est pas comme s'il faut aller tête première dans les produits naturels puis prendre n'importe quoi, mais il faut aller voir son médecin, voir c'est quoi, voir c'est quoi notre niveau de, je sais pas si on a une anémie, voir c'est quoi notre niveau de fer, de ferritinol, sans savoir toutes ces choses-là, connaître notre corps pour savoir justement comment répondre aux besoins. Mais le problème, c'est que les médecins, habituellement, ne vont jamais nous référer. La plupart du temps, c'est des médicaments. Ils ne vont pas nous dire d'aller prendre tel produit naturel, d'aller prendre telle chose. Ils vont souvent nous amener vers la pharmaceutique. Et c'est ce que je trouve un peu navrant. Moi, ce que je propose, ce que je sais, ce que j'ai étudié, parce que j'étudie à temps partiel en naturopathie, c'est que, dans le fond, comme tu l'as dit, les fibromes sont nourris par justement des hormones. Habituellement, c'est qu'il y a un imbalancement, il y a un problème de balancement entre l'oestrogène et la progestérone. Dans notre style de vie, comme tu l'as nommé, on mange ou on prend des choses qui vont faire augmenter l'oestrogène. Et c'est ça notre problème dans notre société actuelle, là, le sucre, le gras, tout ce qu'on mange, ça fait augmenter notre oestrogène. Et surtout dans notre communauté noire, haïtienne ou latino aussi sont beaucoup là-dedans, à cause de notre alimentation, c'est pour ça que c'est nous qui avons le plus ce problème. C'est parce que c'est nous qui mangeons le plus, malheureusement, d'une nourriture qui va être riche en friture, riche en sel, riche en choses qui ne sont pas nécessairement bonnes et qui vont créer justement des imbalancements hormonaux. Alors, la première chose, comme tu l'as dit, je pense, c'est de changer notre style de vie. Donc, si on mangeait beaucoup de friture, de gras, éviter d'en consommer, diminuer notre sel, faire de l'exercice physique. Mais il y a des produits effectivement naturels qui peuvent aider, comme, je ne sais pas si vous connaissez le palmier-nez. Le palmier-nez, ça aide beaucoup. Ça aide à réduire, ça bloque une enzyme qui cause justement les fibromes. On peut aussi, je sais qu'il y a la fleur de lily qui peut aider. Il y a plusieurs choses qui aident, mais il faut, encore une fois, c'est quelque chose de spécialisé. Chaque personne est un peu différente. Donc, quand on veut traiter un problème, il faut aller voir quelqu'un qui va regarder notre système à part entière et évaluer qu'est-ce qui est mieux pour nous. Mais je sais que ces produits-là, par exemple, le palmier-nez, le Lily Easter Flower, on dit en anglais, et d'autres produits peuvent aider. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de ces plantes-là parce que la plupart des médicaments sont faits à base de plantes. Ils prennent toujours un extrait de plante ou de quelque chose de naturel, puis ensuite, ils font des combinés, ils changent ça au niveau moléculaire. Mais à la base, ça vient des plantes. Dieu nous a donné les herbes. Pourquoi? Pour la guérison des nations, les feuilles pour la guérison des nations. Il ne faut pas sous-estimer, je pense, le pouvoir des plantes. Puis il ne faut pas non plus faut pas en avoir peur. Oui, bien sûr, tu as bien dit. Attends, je vais renchérir pour dire que, par exemple, dans les cas d'anémie, nous, Haïtiens ou même d'autres, on connaît bien, on sait bien ce qu'il faut faire. On prend liane panier, épinards, ouais, etc., pois noirs, etc., et ces choses-là qui vont augmenter le fer du sang. Oui. Moi, je suis contente je dirais dans le même sens que Rick Allen, parce que, les amis, la santé, là, ça n'a pas de prix. C'est vrai que nous avons été élevés dans un environnement où on mange très salé, très graisseux, et c'est important maintenant de changer notre façon parce que si on peut faire la prévention, il n'est jamais trop tard pour bien faire. On a trop de cas de diabète, de cancer, de toutes sortes de choses, mais c'est notre façon de gérer la manière dont on mange. Je vais vous dire que depuis l'année passée, j'ai changé ma façon. C'est sûr que moi, je suis végétalienne, OK? Mais
bien. Bon, je sais pas, il y a quelque chose que je faisais pas trop bien. Alors, fait que j'ai changé ma façon de manger. Je mange pas de gras, je cuisine sans gras. Je mets moins de sel dans ma nourriture. Puis le sel que je prends, c'est le sel de l'Himalaya. C'est quand même un sel qui est très bon. Malgré ça, je ne vais pas abuser non plus. Et je prends 2 repas par jour. Et je mange très bien. Quand je mange, je mange. Et je ne mange pas en grande quantité le même plat. C'est comme si j'ai du riz parce que nous, le riz est tellement bon, des fois, on prend un gros plat puis on mange. Non, il faut varier notre nourriture. Il faut prendre le temps de prendre soin de sa santé. Moi, maintenant, je mange. Quand je mange, je vais avoir 5 plats. Je vais avoir la salade. Je vais avoir un plat végétable. Mes légumes, ça peut être varié. Je peux avoir 2 plats de légumes. Je vais avoir du quinoa. Je vais avoir banane plantain. Je vais avoir de l'igname et manioc, tout ça parce que je mange maintenant beaucoup ces affaires-là. Tout le temps, avant, je disais, bon, c'est les Haïtiens qui mangent ça. Moi, non, j'aime pas ça. Mais maintenant, je trouve que c'est bénéfique de manger l'igname, manioc, banane plantain. C'est des choses que nous sommes habitués typiquement. Au lieu de les faire frire, ou bien du malanga, au lieu de les faire frire, il faut les faire bouillir. Parce que comme ça évite qu'on grossit, ça évite qu'il y a trop de gras, parce que trop de graisse, c'est vraiment pas bon pour notre santé. Alors, c'est important maintenant, surtout avec ce qu'on vit, avec la COVID, tout ça, changez votre manière de gérer votre nourriture parce que la santé n'a pas de prix. Et aussi, allez marcher. Après chaque repas, si vous êtes à la maison, marchez un bon 10 minutes ou 15 minutes, puis revenez. Ça permet de bien faire la digestion. Ça nous permet aussi de changer l'oxygène parce qu'à la maison, malheureusement, ce n'est pas certains de nous qui aiment ouvrir les fenêtres. Alors, fait que quand tu rentres dans la maison, ça sent la nourriture, ça sent, vous savez, on va aussi aux toilettes, on va chose. Alors, c'est important d'aérer chez vous, d'ouvrir les portes, parce que certaines personnes ne le font pas. Peut-être qu'ils ne savent pas ou bien c'est juste, ils n'ont pas porté attention. C'est important. Et ouvrez vos fenêtres. Même si c'est 5 minutes en hiver à tous les jours, faites circuler l'air à la maison parce que c'est très bénéfique pour notre santé. Alors, si vous ne voulez pas être hospitalisé, prenez déjà soin de votre santé. Changez votre manière de faire au niveau de votre santé. Moi, je vous dis présentement, je mange et je maigris parce que je mange santé. Alors, c'est ça mon conseil. Alors, revenons aux choses naturelles que Dieu nous a données. Merci. Bien dit. Il y a quelqu'un qui voulait intervenir? Le 38-28. Le 38-28. Il y a ma collègue qui dit qu'il faut bien mastiquer aussi. Parce que parfois, on mange, mais on mange tellement vite. Et dans la nourriture aussi, ajouter des grains. Graines de chia, graines de lait, graines de citrouille, graines de tournesol. Puis il y a la lécithine, il ne faut pas, mais la lécithine vient du... il faut moudre des graines de tournesol et c'est tellement bénéfique pour notre santé. Ça nous permet d'aller bien à la fête, ça nettoie nos colons. Alors les amis, prenez votre santé à cœur parce que ça vaut la peine. Merci. Oui. Je peux dire c'est bien parce que l'organisme, c'est un tout. Et chaque organe a une fonction et chaque organe a une interrelation également. Donc, le système digestif doit bien fonctionner, le système urinaire, le système respiratoire, tout ça. Et oui, parce que si on digère mal, on va avoir des problèmes. Et si la digestion n'est pas bonne aussi, si on a un foie graisseux, quand même, avec la consommation du sucre, on va utiliser plus d'insuline, l'organisme va utiliser plus d'insuline et le foie va être mis en contribution avec les graisses, tout ça. Donc, ça va avoir des répercussions sur notre organisme et l'organisme ne pourra pas vraiment chasser ou épurer quand même tous les corps nocifs qui s'y trouvent.
Parce que quand on entre la nourriture par la bouche, il faut quand même que l'organisme ait le temps de digérer et de faire les transformations chimiques, etc. Et puis que les déchets puissent être expulsés, peut-être rejetés à l'extérieur. Donc, tout l'organisme doit être en état de bon fonctionnement. Donc, également, il faut voir qu'il faut boire de l'eau, ça va aider les reins et puis le tube digestif et les reins. Il faut quand même éviter le sucre, éviter le sel, tout ça, parce que tout ça, par exemple, le sodium, ça a un effet sur la tension artérielle, sur les vaisseaux, etc. Les graisses ont des répercussions sur les vaisseaux également, parce que nous avons, et tout ça ont des répercussions sur nous. Donc, quand Dieu nous a donné quand même les plantes, tout ça, une alimentation naturelle. Or, comme j'avais dit ce matin dans le message, c'est Dieu il connaît, non, il nous connaît, c'est de quoi nous sommes faits, il sait également ce qu'il nous faut, ce qu'il faut à notre organisme. C'est-à-dire, il a mis tout ça, les plantes, tout ça à notre disposition. Et tous les médicaments, comme M. Kain a dit, ça vient également à partir des plantes, de tout ça. Donc, on peut revenir au naturel et c'est une bonne chose de le faire, de revenir au naturel. Jean-Michel? Bienfaisant. Oui, frère Jean-Michel. Oui, ben en fait, moi, j'ai commencé des recherches sur l'industrie pharmaceutique hier. Bon, hier, j'ai commencé une présentation et je continue. Là, moi, je vais juste vous lire quelques éléments par rapport à la réglementation de la pharmacie au Canada. Voilà ce qui est dit. Les organismes membres de l'ANORP, ANORP, ça veut dire l'Association nationale des organismes de réglementation de la pharmacie. Ils réglementent l'exercice de la pharmacie au Canada dans leurs régions respectives. Donc déjà là, ça commence un peu bizarre parce qu'ils sont en train de dire que ce sont des organismes de pharmaceutiques qui réglementent la pharmacie. Mais on continue. La pharmacie au Canada est une des nombreuses professions auto-réglementées. Cela signifie que les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux ont délégué leur autorité de réglementer certaines professions à des organismes externes, faisant en sorte que les professions s'auto-réglementent. En raison de cette délégation d'autorité, certaines professions comme la pharmacie, la médecine et l'ingénierie ont l'autorité et la responsabilité d'établir des critères relatifs au rendement, au caractère technique, à l'éthique et à l'éducation, afin de guider leur profession et de délivrer des permis à leurs professionnels et à leur milieu d'exercice. En d'autres termes, pour rendre ça en langage vulgaire, ça veut dire qu'ils se checkent eux-mêmes. Donc, tout ce qu'ils vont présenter, le gouvernement leur a délégué l'autorité. Donc, en d'autres termes, si on demande comment vous savez que ce que vous dites est vrai, ils vont dire, ben, on s'est checké puis on a dit que c'est vrai. Il n'y a pas un supérieur qui a une législature qui peut dire non, ce que vous faites n'est pas bon, des choses comme ça. Et pour ceux à qui j'ai envoyé une vidéo, j'ai présenté le scandale des laboratoires Servier, ça c'était en France, duquel ils savaient consciencieusement que ce qu'ils mettaient sur le marché, là je parle du CEO des laboratoires Servier, était mauvais, nocif pour la santé. Il y a eu 1500 et 2000 morts qui ont été mis par rapport, c'est un médicament qui s'appelle Mitanor, si je ne m'abuse. C'est depuis 1976, ça avait été mis en marché jusqu'à son retrait en 2010. Donc, il y avait 34 ans que ce médicament qui constituait du poison était sur le marché. Mais nous, au Canada, l'industrie pharmaceutique est autoréglementée. Donc, un cas similaire, par exemple, un médicament qui serait nocif, ben, si l'industrie de pharmaceutique déterminerait que c'est correct, ben, c'est correct et l'État va l'accepter. Donc, juste garder ça en tête que les gens qui vous proposent des choses, il n'y a pas de réglementation du gouvernement directement qui va surveiller ce qu'ils disent et ce qu'ils font.
parce que le gouvernement leur a cédé cette autorité. Moi, quand je lis ma Bible, je vois que dans un monde de péché, lorsqu'on laisse des humains se gouverner eux-mêmes, c'est le chaos. Oui, Hélas, hélas. donc c'est vraiment dangereux parce qu'on devrait avoir un organisme pour pouvoir régulariser ça, pour pouvoir les contrôler. Un organisme C'est de ça, contrôle. Jean-Michel. Oui, c'est ça. Surtout, Jean-Michel, parce que ces gens ne connaissent même pas Dieu. Ils vont même pas prier avant de faire leur projet ou bien de mettre des médicaments. Franchement, là, on est dans un monde de fous. Si les hommes savaient qui était Dieu, si les hommes vraiment soumettaient leur plan à Dieu, je te dis qu'on ne serait pas dans ce chaos. Alors, on voit qu'on vit dans un monde de fous. Alors, mais qu'est-ce qui nous donne le courage? C'est que Dieu, quand même, il a le contrôle parce que sinon, tout le monde serait mort. Et nous savons qu'à travers chaque médicament, Dieu est l'antidote. Il nous donne l'antidote parce qu'il a le contrôle. Mais par contre, certains médicaments sont quand même bien. C'est sûr qu'on prône les médicaments naturels, oui, mais vous savez, les médecins sous l'âge, c'est Dieu qui guérit, mais les médecins sont quand même sous la guidance de Dieu parce que Dieu, il se trouve aussi dans les hôpitaux pour pouvoir quand même prendre soin de ses enfants. C'est sûr qu'il y a des erreurs, c'est sûr qu'il y a des humains qui n'ont pas un bon cœur dans leur travail, mais par contre, il y a certaines personnes quand même qui ont des bonnes pensées pour pouvoir vraiment aider la communauté à être guérie. Moi, je voulais dire à Frère Jean-Michel aussi que je me rappelle que j'avais vu un film, c'était sur la santé. On avait parlé de laboratoires qui produisaient des médicaments. Maintenant, ce médicament que cette laboratoire offrait les gens, ça tuait les gens aussi. Ça veut dire que le laboratoire et exactement, les médecins savaient exactement que le médicament n'était pas correct. Mais par contre, il y avait un médecin qui a fait une recherche, qui travaillait dans ce laboratoire aussi, mais il a fait une recherche. Il voyait que c'est ce médicament qu'on a donné aux gens, qu'on a vendu aux gens, que ces gens-là meurent à cause de ça. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait envoyer des messages à d'autres personnes qui vont prendre ce médicament de ne pas le prendre parce que c'est dangereux pour eux. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a remarqué qu'il y a une baisse, mais on a vu aussi que, comment dire, c'est qui était le traite. On a vu que c'était le médecin qui était le traite. On l'a tué. On l'a tué, mais heureusement, il y avait ses enfants. Il y avait ses enfants et sa femme qui avaient dit exactement, il savait exactement pourquoi on l'a tué. C'est parce qu'il a dit la vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Et ses enfants ont porté plainte pour dire qu'ils savaient exactement que ce médicament n'était pas bon. Mais on a offert ça aux gens pour que les gens prennent ça, mais on n'a pas fait vraiment une grande recherche pour ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, bon, on va rentrer ce médicament. On l'a rentré, mais je ne sais pas si c'est l'histoire même que Frère Jean-Michel disait, mais je ne sais pas. Mais il y avait un film qu'on avait dédié sur un médicament qu'on avait, qu'on avait, comment dire, donné aux gens. Je ne sais pas si c'est un... Oui, Bon, je pourrais dire, Natacha, écoutez, un médicament en général, c'est à deux objectifs. Ça peut être un médicament pour guérir, un médicament peut être un poison. En général, c'est pour ça que les médecins recommandent aux clients, aux patients, de ne pas utiliser le médicament d'une autre personne. Je peux prendre, par exemple, un médicament, ça me passerait bien. Une autre personne a les mêmes symptômes que moi, pense que, bon, Fresnel l'avait pris, Dol l'avait pris, c'est correct, moi je vais le prendre aussi. La personne prend le même médicament, puis ça fait l'effet inverse, en général. Et c'est quelque chose qui est très courant ici au Québec. Par exemple, moi, je travaille en santé mentale. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris les médicaments pour se suicider. Vous imaginez,
un médicament qu'on utilise pour soulager les douleurs, pour aider à la guérison, parce que ça dit tantôt, c'est Dieu qui guérit, donc cette raison, je dis pour soulager les douleurs, mais quelqu'un d'autre utilise ce médicament-là pour se suicider. Donc, c'est vrai, il peut y avoir une mauvaise intention, la personne savait que le médicament, c'est pas bon pour la personne, pour l'autre qui s'est présenté devant elle, mais il lui a donné. Mais de même aussi, quelqu'un peut ne pas respecter la posologie. Si on dit, bon, il faut prendre Tylenol 1000 mg 3 fois par jour, maximum 4, et puis quelqu'un qui fait un excès, ça peut tuer, ça peut endommager. Et puis ça, Tylenol, on peut dire, c'est un médicament qui n'a pas trop de danger pour l'estomac du tout. Donc, si on respecte ça, c'est le médicament qu'on conseille le plus souvent à n'importe qui a mal à la tête. Quand Tylenol, même, il ne faut pas trop en abuser. Mais si on en abuse, ça peut causer la mort. Frère Dor, on m'a dit que le Tylenol avait un impact sur le foie. Oui, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas en abuser. Mais c'est mieux que Advil. Advil, c'est partie de la classe inflammatoire non stéroïdée, donc c'est pas bon pour l'estomac, c'est pas bon pour le foie du tout. Donc il faut contrôler. Mais Tylenol, on suggère aux gens de prendre Tylenol, mais il faut toujours ne pas en abuser. C'est pas parce que j'ai juste un petit bobo légèrement, je vais prendre Tylenol. Non. Tu prends Tylenol si tu en as besoin. Si tu n'es pas capable de trouver un autre moyen, et non pharmacologique. Quelqu'un peut avoir une douleur, la personne se repose et puis ça passe. Est-ce qu'on peut remplacer le Tylenol par du curcuma? Parce que le curcuma, c'est quand même un anti-inflammatoire. Ça se peut, mais je ne connais pas. Ça se peut, je ne connais pas. Moi, je parle plus que je connais. Oui, je connais, parce que si j'ai des douleurs, j'ai mal à la tête ou bien j'ai mal au dos, je prends du curcuma. Je mets dans de l'eau ou bien je peux mettre dans un petit peu de jus ou quelque chose si je le prends, puis ça m'aide. Ouais. Quelqu'un qui peut avoir une douleur, je peux dire légère, à modérer, là, cette personne peut écouter un petit peu de la musique douce. La personne ferme les yeux, médite sur la parole de Dieu, et puis la douleur disparaît tranquillement. C'est pour cette raison on dit que le plus souvent la douleur là, c'est subjectif. Chaque personne peut coter sa douleur, peut évaluer sa douleur à elle. Moi, je peux dire une douleur, je l'évalue à 7, une autre personne à 5. Donc, il y a toujours... je ne peux pas arriver qu'un médecin me donne un médicament ou une infirmière me donne un médicament comme ça. C'est moi, je dis voilà ma douleur, je suis capable de la supporter. Donc, on peut dire, ah, mais c'est 5, tu dois prendre un médicament, tu évalues à 5 sur 10, tu dois prendre Tylenol. Mais si moi, je dis, je suis capable, je peux fermer mes yeux, je peux prendre un bain d'eau tiède là, je peux écouter la musique, je peux changer d'idée pour essayer de psychologiquement de penser à autre chose. Et puis, ça peut calmer la douleur. Mais pour ça, il ne faut pas trop en abuser. Et puis aussi, parfois, pour calmer la douleur, aller prendre une marche. Si on est capable. Oui, si on est capable. Si la douleur n'est pas trop... Parce que des fois, j'ai mal au dos, je vais aller prendre une marche, puis quand je rentre à la maison, je suis correcte. Fait que ça dépend des gens aussi, mais la marche, ça aide beaucoup parce que ça permet de dégourdir nos membres, puis tout ça, puis ça fait du bien. Parce que parfois, c'est un blocus, et le sang ne circule pas assez, fait qu'on a des douleurs. Fait qu'une bonne marche, on change d'air, puis... ça fait du bien, puis ça aide. Je l'ai déjà expérimenté. Mais il y a quelque chose qu'on dit. Grand mot, grand remède. C'est-à-dire quelqu'un qui souffre quelque chose quelconque là. La personne tolère la douleur, la personne tolère la situation. Et je parle dans n'importe quelle situation.
arrivé un moment là, ça devient chronique. Et lorsque ça devient chronique, ça va prendre vraiment, comment je peux dire, une intervention plus solide pour que cette situation-là se règle. Ça peut être quelqu'un qui a mal à la tête. Ça commence, la personne pouvait prendre un comprimé Tylenol de 500, ça va l'aider. Mais à force de supporter la douleur, tantôt je dis qu'on est capable de supporter, mais quand on supporte la douleur trop, à ce moment-là, qu'est-ce que ça va faire? La douleur qui a été évaluée à 5 sur 10, on va l'évaluer à 9 sur 10. À 9 sur 10, donc un comprimé de Tylenol, ça ne va pas faire l'affaire. Même si on prend plus de Tylenol, ça va prendre plus de temps pour que ça fasse effet et que ça se peut que ça me demande que je prenne d'autres doses de Tylenol. Donc, c'est pour cette raison, oui, on peut tolérer, mais on peut dire l'excès en tout nuit. Je suis d'accord avec toi. Je suis bien d'accord avec toi, frère Dor, sur le point qu'il faut pas nécessairement tolérer sans rien faire. Mais la question, c'est l'action à prendre. C'est quoi l'action à prendre? Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va devoir tous faire, qu'il y a une rééducation, je pense, à faire dans notre mentalité face à la maladie, face à la médecine aussi, aux traitements qui sont nécessaires. Je pense qu'il faut réapprendre à interpréter c'est quoi la maladie et comment soigner la maladie. Parce que dans le fond, souvent, notre symptôme, notre réflexe plutôt, c'est de soigner les symptômes. On a mal à la tête, on va prendre un Tylenol parce qu'on veut justement enlever ce symptôme-là, on veut qu'il disparaisse. Mais si on a mal à la tête, c'est pas ça la maladie. Le mal de tête, c'est juste un symptôme de la maladie. Et la maladie, on ne sait pas encore c'est quoi. Donc, c'est là qu'il faut aller évaluer c'est quoi qui ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Souvent, on pense que c'est le docteur qui doit nous dire c'est quoi notre problème. Oui, le docteur va nous aider, mais on est appelé à être notre premier docteur à nous-mêmes. On est censé et s'évaluer nous-mêmes, savoir, OK, est-ce que j'ai bu de l'eau? Est-ce que j'ai mangé trop de sel? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'était pas correct? Ça, c'est le premier réflexe qu'on devrait avoir avant de juste dire, je vais prendre un Tylenol. Et oui, effectivement, les médecins, la médecine a sa place, bien entendu. Mais là encore, le médecin, souvent, comme je l'ai dit auparavant, il a tendance à nous prescrire des choses aussi. Est-ce qu'il faut nécessairement juste écouter le docteur? Le docteur a dit, prends un Tylenol, alors c'est ça la solution? Non, parce que ce n'est pas ça que Dieu nous appelle à faire. Dieu nous appelle à guérir, donc à régler la cause. Et connaissant les effets des médicaments qui ne vont pas soigner, mais qui vont juste estomper les symptômes, il faut qu'on essaie de trouver une solution qui est durable. Et la solution qui est durable, c'est de trouver la cause et de remédier à la cause, de remédier à ce qui cause la maladie. Et ça va demander, oui, un investissement de temps, un investissement d'énergie, un investissement d'effort, mais c'est ça le prix à payer pour être en santé, parce que justement, pourquoi on est malade? C'est parce qu'on enfreint plutôt les lois de la santé et il y a rien qui est gratuit sur le soleil. Dans le fond, si tu fais quelque chose, ça va avoir une conséquence, que ce soit en bien ou en mal. Alors, il faut qu'on comprenne ça, il faut qu'on change notre mentalité. C'est pas on fait quelque chose puis il n'y a pas de conséquences. Non, si tu manges trop gras, tu vas avoir trop de gras dans ton corps. Si tu manges pas assez, tu vas être trop mince. Si tu fumes la cigarette, tu risques d'avoir des problèmes. Donc, il faut qu'on se responsabilise plus par rapport à nos actions. Et il faut qu'on comprenne que il y a un passage qui dit qu'il n'y a pas un malheur qui arrive sans cause, dans Proverbe, je pense. Donc, si quelque chose arrive, c'est parce qu'il y a une cause. Des fois, oui, c'est héréditaire, il y a des choses qui sont génétiques, mais j'aime bien cette phrase qui dit que l'hérédité, c'est juste le pistolet, mais c'est notre style de vie qui va appuyer sur la gâchette. Donc, la manière dont on va vivre va faire en sorte que les gènes, la génétique vont se révéler puis vont causer des problèmes ou le contraire. Donc, c'est à nous de jouer là-dessus. Oui, allô? C'est parfait. C'est parfait. Donc, c'est aider le corps. Juste un petit moment, frère Vélo. C'est aider le corps. Tout ce qu'on fait, c'est aider le corps à répondre. Effectivement. Donc, oui, c'est vrai, on parle de médicaments. Médicaments, c'est aider le corps à répondre. Et puis, une dernière chose, je veux dire, parce qu'un médicament a beaucoup plus d'effets négatifs que positifs. Quand on prend un Tylenol, l'effet pour lequel on prend le Tylenol, là, ça varie entre 3 à 10%. Le reste, 97 à 90%, là, c'est des effets négatifs.
Donc, si on peut aider le corps à trouver un moyen de répondre, comme tu as dit, de l'eau. On ne boit pas de l'eau parce qu'il ne faut pas attendre qu'on ait soif pour boire de l'eau. On sait que le corps a besoin d'eau. On doit donner une habitude. Combien de verres d'eau que je dois prendre par jour? Manger. On ne doit pas manger beaucoup de choses, mais on sait que le corps a besoin de tout, de protéines. Il faut faire l'équilibre. Merci. Oui, Frère Philomena, vous voulez intervenir? Frère Philomena? Non. Okay. Eh bien, c'est moi qui voulais intervenir. Et je voudrais savoir si tout le monde est satisfait de de ce que nous parlons. Parce que maintenant, on est parti bien loin, on a laissé le sujet complètement, puis j'aimerais juste avoir un petit peu le pouls du monde s'ils sont satisfaits de ce qu'on vient de parler. Parce qu'on a laissé le sujet, on est passé près de 25 minutes à parler des douleurs du Tylenol, choses comme ça, alors qu'on était sur le fibrome. Moi, je pense oui, on est satisfait du sujet. Cependant, le fait qu'on parle de la nourriture, des douleurs, ça fait partie quand même du sujet qu'on est en train de traiter. Comment arriver à prévenir? Je pense que c'est quand même, ça nous donne quand même d'autres informations. Comment gérer notre douleur, que ce soit une douleur pelvienne, que ce soit autre douleur, mais quelle alternative qu'on peut faire pour pouvoir s'en sortir? On est encore dans le sujet et je pense que c'est quand même bénéfique pour nous. Parce que le sujet était fibrome. Oui, mais ceux qui entourent le fibrome, quelles sont les préventions que nous devons faire? Mais la nourriture, la façon de manger, la façon de faire, c'est aussi important aussi. Je pense qu'on est... Oui, mes frères et sœurs, voilà, moi je suis d'accord. Oui, regardez. Quand on parle de fibrome, qu'on n'était pas là-dedans. Oui, et c'est Hélène, quand on parle de fibrome, on parle de tout parce que les fibromes s'accompagnent de douleurs. Donc, on peut toujours élargir le cadre en parlant de douleurs et de ce qu'il faut faire. Quand même, et après, pendant le sujet, il faut entrer dans la partie thérapie. Et la partie thérapie, il y a la thérapie conventionnelle et il y a la thérapie naturelle aussi. Donc, il est bon de partager des informations, de poser des questions surtout. Et si on a encore des questions sur les fibromes, on peut toujours les poser, on peut toujours répondre à ces questions. Donc, ce n'est pas un problème si on le fait comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce que tout le monde est satisfait sur la question de fibromes? C'est juste une mise au point que j'essaie de faire. S'il n'y a pas d'autres questions sur le fibrome. Oui, allô? Allô, parlez. Allô? Oui, Sœur Josette, oui. Oui, je n'étais pas là au début, mais ce que je viens d'entendre là, je suis très satisfaite de tout ce qui a été discuté. Et j'ai un commentaire par rapport au commentaire de Carmen. Oui, Carmen, je vois qu'elle a mis beaucoup d'emphase sur les traitements naturels. Oui, c'est important les traitements naturels, la médecine naturelle, mais je pense qu'on pourrait combiner les deux aussi parce que si un gynécologue, et il y a une femme qui se présente chez un gynécologue pour un problème soit de saignement, etc., et puis il y a un fibrome qui a été diagnostiqué, et le médecin ne peut pas comme ça demander aux femmes ou suggérer aux femmes de soit d'aller voir un naturopathe ou de commencer à changer son alimentation et puis juste s'arrêter là comme ça. Donc, oui, il peut lui donner des conseils, il peut lui demander de changer son alimentation, mais il va continuer à la traiter. Et s'il faut qu'il lui donne des médicaments, qu'il lui prescrive des médicaments, il va le faire. Mais par contre, il peut toujours suggérer à cette femme, et si elle le veut bien,
dépendamment de la formation, de l'éducation de cette personne-là, de lui dire, et ça aurait été bien aussi d'aller voir un naturopathe. Donc, n'oubliez pas que le médecin peut faire l'objet de poursuites aussi. Parce que si la femme a des complications à la longue, elle peut dire que oui, le médecin m'avait dit de manger ci, de manger ça, et puis il ne m'a pas traité. Donc, je pense qu'une combinaison des deux serait nécessaire. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, Sœur Josette, en parlant de combinaison, il faut faire attention. Parce que si vous prenez des remèdes naturels avec les remèdes conventionnels là, et des remèdes prescrits, donc il peut y avoir des interactions parce que tous les médicaments, il peut y avoir des médicaments avec d'autres produits. Donc, il faut faire attention. Si vous voulez aller à la médecine naturelle et cesser de la médication médicale que vous preniez pour rester avec la médication naturelle. Parce qu'il peut y avoir des interactions, hein, parce que les médicaments que prescrivent les médecins sont à base aussi de plantes. Donc, il peut arriver que d'autres produits que vous allez ajouter puissent avoir un effet booster ou bien un effet, je ne sais pas, accélérateur. Donc, c'est pourquoi il y a toujours des interactions de médicaments. Il y a des médicaments, quand tu prends, il ne faut pas prendre d'alcool. Il y a des médicaments, quand tu prends, il y a d'autres médicaments qu'il ne faut pas prendre, il ne faut pas les associer. Donc, il faut être prudent dans ce sens-là et avoir peut-être des conseils, plus de conseils d'avis médical. Et comme ça, on peut savoir ce qu'on fait. Parce qu'il faut faire attention aussi à ça. Je voulais juste dire par là de travailler de concert, et c'est ça. C'est ça, c'est juste en collaboration avec l'autre. Comme ça, s'il y a un médicament qui a été prescrit, et le naturologue va être au courant, et le naturologue peut même suggérer des choses. Donc, c'est juste de concert avec le gynécologue. C'est l'une des raisons qui fait que quand tu vas en naturopathie, le naturopathe te dit d'apporter tous les examens sanguins que tu as fait, tout ce que le médecin t'a prescrit, parce qu'il ne peut pas Normalement, les naturopathes ne donnent pas des médicaments, ils donnent des renforcements. Oui. Okay? Et si par exemple, la personne voit un médecin et le naturopathe va toujours lui dire, vous ne cessez pas vos médicaments du médecin. Parce que c'est des suppléments que le naturopathe donne, ce n'est pas des médicaments. OK, vous savez, concernant la douleur aussi... Ils n'ont pas le droit de donner des médicaments. Oui. Concernant les douleurs, vous savez que... Moi, c'est naturopathe, moi, et tout. Ouais. Oui, les naturopathes. Je sais qu'il y a beaucoup de naturopathes ici. Et il n'y a pas de personnes qui font l'acupuncture. L'acupuncture aussi, et ça agit et ça permet de résoudre des problèmes de douleur. Oui, il y a le massage, la massothérapie. Oui, il y a beaucoup de choses, oui. L'acupuncture, c'est efficace aussi. Moi, je ne conseillerais pas l'acupuncture parce que l'acupuncture a une origine un peu spiritiste. Du spiritualisme, là, tout comme le yoga, ça va jouer dans les chakras. En tout cas, je ne peux pas vraiment expliquer en détail là, la provenance, mais de ce que j'ai compris sommairement, tout comme le yoga, l'acupuncture, c'est à caractère un peu spirituel. Là. Donc, moi, je ne le recommanderais pas à quelqu'un. Il faudrait faire plus de recherches là-dessus. Mais bien entendu, ça c'est bien fait. Est-ce que c'est la meilleure façon de soigner? Je ne le pense pas. Je pense que Sœur White disait aussi que je pense que dans un livre qu'elle a écrit, un livre sur les soins, là, le titre m'échappe, mais elle dit il y a plusieurs façons de se soigner, mais il y a une seule façon seulement que Dieu approuve. Donc, ce n'est pas parce qu'on arrive à se soigner que c'est la volonté de Dieu qu'on se soigne de cette manière-là et que c'est la meilleure chose pour nous. C'est comme, par exemple, je pourrais prendre une illustration avec Moïse en Égypte devant Pharaon avec les magiciens.
les magiciens ont réussi à faire des serpents aussi avec leurs bâtons, tout comme Moïse, mais c'était pas, ça ne venait pas de Dieu. Donc, il faut faire attention aussi avec le type de soins alternatifs qu'on va chercher là. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Sœur Gisèle. Oui. Ah, d'accord. Oui, ok. Oui, alors, je vais un petit peu dans le sens de Sœur Josette. Moi, je crois effectivement que Dieu a tout mis dans la nature. Je crois qu'il a tout mis non seulement d'un point de vue curatif, mais je pense surtout d'un point de vue préventif, quant à moi. Ça, c'est une opinion. Aussi, ce que je voulais apporter comme point, c'est qu'il est très important de ne pas déconseiller à quelqu'un qui prend des médicaments prescrits par son médecin de laisser de côté ces médicaments. Ça c'est la pire chose à faire qu'une personne qui entendrait parler juste de traitement naturel et qui déciderait du jour au lendemain, alors qu'elle souffre de haute pression, par exemple, de laisser de côté ses médicaments et puis voilà qu'elle se met à manger de l'ail, etc., etc. Ça, c'est très, très, très dangereux, à mon avis, puis je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Donc, c'est bien de parler de la médecine naturelle, c'est bien de parler des plantes. Moi, je suis d'accord avec cela, totalement. Je suis convaincue que Dieu a tout mis dans la nature, mais je pense que c'est plus à titre préventif. Il y a des personnes très, très, très malades qui ont payé des sommes épouvantable pour aller se faire soigner à Loma Linda ou autre, et ça n'a rien donné. J'en connais plusieurs. Donc, c'est maintenant, quand on n'est pas malade, faisons de la prévention, prenons des plantes, mangeons de manière naturelle, etc. Mais je crois aussi que Dieu a donné de l'intelligence aux hommes et que ces médecins-là, pas tous, on sait très bien qu'il y a des charlatans, mais en général, les médecins sont là aussi pour soigner, non pas guérir, on sait que c'est Dieu qui guérit, mais pour soigner les malades. Et quand ils prescrivent des médicaments, eh bien moi personnellement, je ne dirais jamais à personne, à quelqu'un de ne pas les prendre, en disant non, ne les prends pas, bois du jus de betterave, bois tout ceci et cela, quand la personne est malade, et même que la maladie peut conduire à la mort, je ne dirais jamais cela, parce que je pense que c'est très dangereux de conseiller à quelqu'un d'arrêter net les médicaments prescrit par le médecin et ensuite de se tourner vers l'homéopathie. Moi, ça c'est mon avis et j'ai entendu plusieurs fois des personnes qui l'ont fait et malheureusement pour leur perte. Mais ce que je pourrais dire aussi, Sœur Ghislaine, avant de laisser, si vous êtes malade, avant de laisser tous vos médicaments, parce que certains médicaments naturels ne sont pas dosés. Parfois aussi dans notre communauté, lorsqu'on entend que la personne se dit j'ai utilisé tel produit, c'est bon, c'est là, mais est-ce que toi, ce produit-là, est-ce qu'elle est dosée pour toi? Parce que je me rappelle, on a dit feuille de corosol, c'est très, très bon, très bon. Je pense que j'ai fait une tisane de feuilles de corosol. Je vous dis, oui, c'est vrai, c'est bon, ça relaxe, mais la façon dont je me suis vue, j'étais comme une droguée parce que j'avais mis trop de feuilles. Parce que le montant, les feuilles que j'avais mises étaient trop pour mon système. Et je me suis sentie, je marchais, mais j'étais comme dans un vibe. Dans le sens que j'étais comme relax, mais c'était un peu trop relax et somnolent. Alors, il faut apprendre aussi à doser les médicaments qu'on prend, parce que parfois, je vois ma mère, ma mère est très naturopathe, ma mère a un médicament pour chaque maladie. Mais est-ce que c'est dosé? Je ne sais pas, parce que parfois, je dis à ma mère, mais je en mets trop, parce qu'on ne sait pas quels sont les effets que ça peut causer. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer. Moi, je suis très naturopathe et j'aime beaucoup la naturopathie et je fais que ça chez moi. Mais par contre, il faut apprendre à doser les médicaments, ne pas écouter, prendre, la personne dit c'est bon, puis moi je le prends. Est-ce que vraiment j'en ai besoin? Est-ce que ma situation me permet aussi de le prendre? Et si vous prenez des médicaments, soit pour la tension ou pour le diabète,
avant de tout changer. Si le médecin vous avait prescrit la dose et que vous ne l'avez pas encore acheté, vous l'avez pas encore et vous allez vers la naturopathie, vous pouvez voir si le traitement de naturopathie va vous aider. Mais si vous commencez, vous faites la pression, vous commencez à prendre les médicaments, ou bien vous faites du diabète, vous commencez à prendre le médicament, il ne faut pas l'arrêter comme ça. Il faut faire un suivi avec le médecin. Vous pouvez comme faire les deux, mais si vous prenez le matin le médicament du médecin, alors dans l'après-midi, ou bien 2 heures de temps après, ou 3 heures, 4 heures, là, vous pouvez prendre l'autre pour le médicament naturel. Parce que lorsque vous prenez les deux en même temps, il y a un médicament qui ne va pas faire effet. Alors, c'est important de bien doser les médicaments ou bien les choses, que ça soit naturel ou pas naturel. Si on fait un mix, il faut savoir comment le faire, comment le gérer. C'est ce que je voulais dire. Merci. C'est vraiment un beau commentaire, Sœur Esther. Juste pour faire un suivi sur ce que Sœur Ghislaine disait, qu'elle a connu des gens qui sont allés à Loma Linda, qui ont essayé de se faire soigner naturellement et qui sont décédés. Malheureusement, c'est une éventualité parce que la maladie amène effectivement à la mort. On peut pas, ça c'est indéniable. C'est sûr que le souhait de Dieu, c'est que tout le monde soit en santé, prospère et guérisse, mais des fois, la personne s'y prend peut-être trop tard et la personne va décéder. Tout comme quelqu'un peut décéder, en fait, c'est pas quelqu'un peut, beaucoup de gens, c'est clair, là, il y a beaucoup de gens qui vont voir les médecins et qui meurent pareil, qui n'ont jamais essayé la naturopathie, qui n'ont jamais essayé d'alternatives naturelles. Donc, je dis ça pour montrer que c'est pas parce que les produits naturels ou la naturopathie ou l'approche naturelle est pas bonne ou est moins bonne, c'est parce que dans les deux sens, on peut essayer de se faire soigner puis décéder. Puis je pense qu'il y a plus de gens qui décèdent en allant à l'hôpital, en essayant. Combien de personnes qu'on connaît qui sont allées à l'hôpital, qui sont décédées du cancer, qui ont eu des traitements de chimiothérapie, qui ont eu des traitements de ci ou de ça, la médecine conventionnelle, et qui sont décédés pareil. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est allé à Loma Linda ou est allé voir Maman Wilson ou quelqu'un d'autre, un naturopathe, que c'est à cause qu'ils n'ont pas guéri ou qu'ils sont décédés parce que la naturopathie n'a pas pris effet ou n'a pas eu effet. Je pense qu'il faut regarder à d'autres facteurs. Il y a plusieurs choses qui peuvent avoir entraîné la mort, ce qui, je pense, est obvious, comme on dit en anglais. Puis j'aimerais vraiment mettre l'emphase sur quelqu'un, là, j'ai parlé de lui, j'ai dit Maman Wilson. Maman Wilson, là, moi, il m'étonne vraiment. C'est un missionnaire médical. Il est au Tennessee. Il a une école et tout un programme là qu'il offre. Puis ce monsieur-là, là, pour vous dire à quel point la naturopathie, c'est puissant, il est capable, grâce à Dieu, bien entendu, mais à l'aide de produits naturels, il a réussi à aider des gens à guérir du cancer, à guérir des tumeurs au cerveau, des tumeurs. Il fait des opérations chirurgicales sans être invasif. Il n'utilise pas de couteau, il utilise des baumes, des plantes il fait des médicaments avec, il fait des crèmes avec, ou on appelle ça des poultices en anglais, puis il applique ça sur la tumeur, par exemple, au niveau du sein. Il a guéri beaucoup de cancers du sein à l'aide de poultices seulement, à l'aide de traitements naturels. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une puissance là-dedans. C'est vrai que c'est quelque chose d'inconnu, c'est un monde inconnu. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qu'on priorise. La société ne priorise pas ça. Ça n'a pas été étudié comme on étudie ça. Même ici au Québec, par exemple, la naturopathie n'est pas un domaine, un champ d'études qui est reconnu. On peut étudier ça, dans des petites écoles, mais c'est pas à l'Université de Montréal, c'est pas à l'Université de McGill qu'on va pouvoir avoir un diplôme de naturopathe. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas quelque chose qui a été approfondi. Et moi, je pense que c'est à dessein parce qu'on veut pas justement prendre la voie que Dieu... Le monde appartient, ça c'est ma conception personnelle, je pense que le monde appartient à Satan et que lui, il va prioriser ses méthodes à lui. Je ne dis pas que la médecine, ça appartient à Satan, mais je pense qu'ils auraient pu mettre l'emphase sur des choses qui fonctionnent vraiment, mais ils ne le font pas parce qu'ils savent justement que le plus grand nombre serait peut-être sauvé. Moi, c'est ma façon de le voir. Peut-être que je me trompe. Mais encore une fois, c'est juste pour dire que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la naturopathie. Oui, il faut être prudent. Oui, il faut travailler de concert avec son médecin. Oui, il faut surtout prier. Mais moi, là, je pense que la naturopathie a vraiment une place importante là, dans la médecine. OK. Merci, Carlène. Ce que tu as dit, oui, je vais quand même, certaines choses que tu as dit, c'est tellement important parce que moi, j'ai déjà été dans un centre de naturopathie et au niveau du poultice, oui, je
je l'ai expérimenté. Alors, ça m'a vraiment aidé. Je sais que parfois, j'ai des nerfs sciatiques. Je pense que c'est sciatique parce qu'à cause, bon, j'ai eu des accidents d'auto. Bon, vous savez, le corps, il réagit parfois bizarre. Alors, fait que j'étais dans un centre de naturopathie. Puis, j'ai commencé à avoir des douleurs. Et ces douleurs-là m'avaient tellement bloqué que je ne pouvais même pas marcher. Vous savez, ces gens-là m'ont aidé. J'ai été guérie à l'aide de la prière et des post-it. Les endroits que j'avais, fait qu'à tous les soirs, avant de dormir, on appliquait ça sur la douleur. Et je vous dis tranquillement, et j'étais guérie. Et maintenant, je vous dis que je ne ressens plus cette douleur-là. Alors, ça marche. Je ne peux pas que ça a marché pour tout le monde, mais moi, je suis la preuve vivante. Ça a marché pour moi. Alors, les post-it, je le dis aux gens, ça vaut la peine de l'appliquer parce que moi, les post-it, ce qu'on avait fait, c'est avec l'huile palmate-critique. On avait mis ça dans le four. C'était chaud. On a mis ça dans un vieux linge et après ça, on l'appliquait dans l'endroit. Et on mettait aussi un post-it, mais à base de charbon et à base de lait. On a mis ça sur mon foie afin de pouvoir désintoxiquer mon foie et en même temps le post-it, les deux combinés ensemble, me voilà en santé. Alors ça marche, les amis. On a des choses naturelles et je sais qu'en Haïti, des fois, lorsqu'on a des douleurs, on allait voir quelqu'un pour nous masser et la personne utilisait sel, l'huile palmate-critique, des choses de même pour détendre notre corps et après, on se sentait bien. Alors, les choses naturelles, c'est bon aussi, mais comme je vous dis, si vous êtes malade, le médecin vous prescrit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les observer, mais par contre, nous devons aussi utiliser les choses naturelles que Dieu nous a données. Merci. J'ai une question. Comme on ne veut pas qu'on parle d'autres sujets, mais j'avais quelque chose à dire parce que je connais quelqu'un que son médecin l'a prescrit 10 000 unités pour sa carence en vitamine D. Est-ce que c'est correct? 10 000 unités par semaine. Allô? Oui, c'est très bien. Oui, c'est vraiment, c'est correct, c'est super correct. C'est correct? 10 000 unités, oui, c'est correct. OK. Une fois par semaine. Vois-tu, ça Natacha? Oui. Juste pour faire répondre un peu à ta question, j'écoutais, à cause de la COVID, là, j'ai écouté beaucoup de choses en lien avec la vitamine D parce que la littérature scientifique démontre que la vitamine D, là, c'est vraiment un élément qui va aider à guérir, à s'en sortir mieux si on attrape la COVID et même à ne pas l'attraper. Ils ont fait des tests randomisés. Ils ont vu qu'ils ont pris 2 groupes. Ils ont vu qu'un groupe qui prenait de la vitamine D, je pense, c'était même pas 10 000 unités par semaine, c'était 10 000 unités par jour. Tu comprends? Okay. Ils ont pris 10 000, le groupe qui prenait 10 000 unités par jour avait, je pense que le ratio là, des gens qui tombaient malades était vraiment, vraiment moindre comparativement au ratio du groupe qui n'avait pas pris de vitamine D. Donc, ça montre l'importance de la vitamine D. Je ne peux pas te dire, je ne me rappelle plus des chiffres exacts, donc je ne veux pas comme t'induire en erreur, mais c'était vraiment, il y avait une grosse différence. La vitamine, donc, tu as parlé de 10 000 unités par semaine. La littérature montre qu'on peut aller même entre 2 000, on peut prendre 2 000, même 5 000 IU. Ça veut dire unité, c'est quoi le IU? En tout cas, le IU, là, on peut international. International, c'est ça. On peut en prendre jusqu'à 5 000 par jour sans qu'il y ait d'effets secondaires. Ça, c'est les scientifiques. Les médecins, ils ne sont pas des scientifiques. Ils ont étudié en médecine, mais c'est les gens qui sont dans la recherche qui peuvent te dire si telle chose ou telle chose sont vraiment bonnes parce qu'ils ont fait des tests, des recherches empiriques, ils ont fait des études, ils regardent vraiment dans le concret, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Les médecins sont censés se fier aux recherchistes pour voir si telle chose fait du sens ou pas. Et souvent, ce qui est recommandé, malheureusement, par Santé Canada ou par d'autres instances, là, ce n'est pas nécessairement ce que la recherche préconise. La recherche va préconiser plus que qu'est-ce que je pense, Santé Canada préconise, qui est de 800 IU. 800 IU, c'est une dose pour bébé selon la recherche.
ça fait pas nécessairement l'effet escompté, surtout dans notre région du monde où on n'a pas de soleil presque 6 mois par année. Donc, on est même le 800 qu'ils nous recommandent, c'est pas suffisant. Donc, aller jusqu'à 2000, 5000, c'est même pas quelque chose qui est problématique. Il n'y a pas d'effet secondaire qui a été observé dans la littérature. J'ai pas lu toute la littérature, mais j'écoutais plutôt des gens qui ont fait moi, je vous rapporte des choses que j'ai entendues, des résumés de professionnels qui ont lu la littérature. Comme moi, j'écoute beaucoup un microbiologiste là, qui parle de ça souvent. Et c'est ça. Donc, moi, je te dirais que, tout comme Frador, que ce n'est pas un problème, la 10 000 IU par semaine. Moi, j'en prends 3 000 par jour. Plus j'ai d'autres médicaments que je prends, alors, comme Kalen a dit, ce n'est pas un problème. Si on prend 10 000 par semaine, au contraire, on devait prendre plus que 10 000 au moins. Si on fait 3 000 par jour, 3 fois 5, ça fait au moins 15 par semaine. Si c'est, moi, j'ai dit 3 fois 5, mais si on le multiplie par 7, 3 fois 7, ça fait quoi par 7 jours? 3 fois 7, 21. 21. Oui, c'est ça. C'est ce que moi, je prends à toutes les semaines. C'est bon. C'est bon, on en est rendu là et on a eu de bonnes interventions. Puis, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire. Il y a d'autres questions avant de clore, parce qu'on va terminer. Est-ce que c'est bon si on termine? OK, c'est bon. Alors, voilà. Oui, c'est bon. OK. Oui, c'est bon si on termine. OK, Sœur Josette, d'accord. D'accord, Sœur Josette. Et donc, nous avons passé une bonne journée de sabbat là. Il est vrai que le sabbat, ce n'est pas encore terminé, mais on en est rendu là. Après, un message sur la santé, ça a été un sabbat de santé assez fructueux, comme ça, et qu'on a clôturé avec cette table ronde. Nous disons merci au Seigneur pour ça. Et je voudrais demander à Pasteur Esther de clôturer pour nous, si on va chanter un couplet ou bien si elle va prier, elle pourra prier pour nous. Merci beaucoup. Juste avant, merci à tous ceux qui ont été présents. On souhaite que le prochain sabbat de santé, ça va être en présentiel, physiquement à notre église. Bon, on l'espère bien. Je crois. On l'espère bien, frère Dom. On l'espère bien. Et Dieu sait tout, c'est Dieu qui dirige les choses. On aurait bien voulu ça. Ouais, on le souhaite. Oui, il faut quand même avoir le local d'abord. Oui, c'est le local. C'est ça que je dis, en présentiel, dans notre local, dans notre église. C'est ça. Oh, okay. Je pense que c'est dans 2 mois qu'il va avoir un autre sabbat. Oui, dans 2 mois. Alors, nous prions. Oui, dans 2 mois, mais à partir de 24 jours, il va y avoir un déconfinement. Donc, on s'en va tranquillement. C'est ça, il faut avoir le local. C'est ça, j'ai dit. Nous continuons de prier. Alors, et en même temps, aidez-nous à chercher aussi. Si vous voyez quelque chose, appelez-nous. Oui. Alors, l'équipe travaille, mais vous aussi, vous devriez nous aider aussi. On travaille. D'accord, c'est bien. Moi, je travaille dans notre giron, là. Moi, je ne travaille pas à Laval, je vous dis. Moi, j'habite à Laval, mais je ne travaille pas à Laval. Je travaille dans le giron de notre Béthanie à nous, là. Oui, c'est ça. Nous faisons de cela un sujet de prière et parlez à vos amis. On a le fonds GoFundMe. Demandez aux gens de nous aider parce que financièrement, on n'a pas beaucoup d'argent. On sait que Dieu peut ouvrir les portes, mais Dieu peut vous utiliser aussi, à utiliser vos amis, à leur demander et utiliser. Nous avons un centre d'influence, un projet communautaire. Pourriez-vous nous aider? Alors, dites aux gens qu'on va leur donner un reçu d'impôt. Alors, ils peuvent recevoir 40% de ce qu'ils donnent après. Alors, fait que, tout le monde doit mettre sa main à la pâte. Oui. Que moi, j'ai écrit parce que, je ne sais pas, pour ceux qui sont sur Facebook, là, il y a une collecte que des gens font lorsque, à l'approche de leur anniversaire. Mais GoFundMe, on a essayé, j'ai donné à quelqu'un juste pour essayer de voir comment on peut, comment je peux dire là, recevoir des dons. Mais ça ne fonctionne pas à GoFundMe sur Facebook. Par exemple, sur la Société canadienne du cancer, il y a beaucoup d'autres sociétés.
on peut faire un don lorsqu'on, comme, mettons, c'est mon anniversaire, je peux dire, je fais une collecte de fonds pour telle chose. Mais GoFundMe, ça ne fonctionne pas. Je vous le dis comme tu l'as mentionné. Donc, si on peut travailler là-dessus, tant mieux, mais ça ne fonctionne pas. OK, mais sinon, il faut voir avec Jean-Michel. Alors, je ne sais pas, mais si on fait WeShare, si on fait le partage, oui, on pourrait l'utiliser. Alors, je vais essayer de voir sur Facebook avec Jean-Michel qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça. Oui. D'accord. OK, merci. Nous allons prier. Alors, je remercie Dr. Belot, je remercie Sœur Rick-Allen, je vous remercie, vous tous qui avez participé dans cette rencontre du ministère de la Santé de l'Église de Béthanie. Nous avons été informés. Pour nous, on tient à vous parce que la santé est importante pour chacun de nous. Et j'espère ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous allons commencer un nouveau départ. Nous devons arrêter de manger des choses frites, aérer nos maisons, aller prendre des marches, manger sain. C'est important parce que Dieu ne peut pas régner dans un corps toxique, mais si notre corps est en santé, on va être en mesure de mieux comprendre, de mieux gérer notre corps et nous allons être aussi une source de bénédiction pour les autres. Prions. Grand Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce privilège que tu nous as donné cet après-midi avec nos frères et sœurs dans la foi et d'avoir des informations avec le docteur Belot, Sœur Rick-Allen et les autres qui ont intervenu pour pouvoir, Seigneur, nous aider à prendre soin de notre corps. Nous voulons ce moment te demander pardon pour toutes les fois que nous avons négligé notre corps parce que notre corps ne nous appartient pas. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut demeurer en nous. Alors, Seigneur, voulons aujourd'hui que tu nous donnes la force, le courage nécessaire de prendre soin de notre corps. Et qu'à travers cela, nous pouvons aussi être un exemple pour les autres, de les aider aussi à prendre soin de leur corps. Alors, je remets chaque famille entre tes mains. Je remets le ministère de la Santé entre tes mains. Permets que Dieu, nous allons nous séparer. Permets que nous puissions passer une bonne semaine sur ta divine protection en passant du temps dans l'étude de ta parole, dans la prière et aussi refléter ton caractère par tous nos passons. Et si tu vois sur cette ligne, il y a des gens qui traversent des moments difficiles, nous les remettons entre tes mains parce que Seigneur, tu as dit que tu vas nous prendre en charge. Bénis-nous, dirige-nous, protège-nous, accorde-nous ta paix, ta grâce, ta bonté, ton pardon et ta miséricorde. En Jésus, nous t'avons prié, lui qui demeure au siècle des siècles. Amen. 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 Merci tout le monde. Merci. Merci, Amen. docteur. Amen. Merci à vous tous. Amen. Merci à tous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci, vous aussi. Bye bye. Bye.